Les thèmes du 22h ce soir, enfin, il est arrivé, le projet du PS sur les retraites, pas de report de l'âge légal, une surtaxe des banques et d'autres propositions dont nous débattrons ce soir. Les centristes s'activent pour unir leurs forces, c'est le thème de la réunion qui rassemble ce soir des ex-UDF de tous horizons. Mais autour de quelles valeurs se réunissent-ils? Réponse de notre invité, le vice-président Union centriste du Sénat, Jean-Léonce Dupont. Les politiques ont-ils une âme? C'est le titre d'un livre qui fait parler les responsables politiques de sujets aussi intimes que l'amour, la religion, la vérité. On en saura plus tout à l'heure avec Isabelle Dilban, c'est l'auteur de ce livre, Confession. Voilà pour l'ensemble des thèmes développés dans le 22h ce soir et pour tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images avec Pierre Bonde-Joseph. Qui mieux qu'Eva Joly pour porter les couleurs des écologistes aux prochaines élections présidentielles de 2012? C'est en tout cas l'avis de Daniel Cohn-Bendit. Le député européen était l'invité de l'émission Terrain politique. Personnellement, Eva Joly incarnerait Europe Écologie dans ce qu'il y a d'ouverture et surtout c'est une candidature très éthique. Cécile Duflot appréciera la chef de file des Verts qui plaidait il y a quelques semaines pour une candidature autonome des Verts est servie. Des infirmiers anesthésistes sur les voies, l'image n'est pas banale. Aujourd'hui, le trafic de la gare Montparnasse à Paris a été bloqué plusieurs heures. 60 000 voyageurs ont été retardés. La SNCF envisage de porter plainte. Les infirmiers spécialisés demandent à ce que leurs 2 années d'études supplémentaires soient reconnues. 2 manifestants ont été blessés. Elle devait trancher, elle entretient le doute. L'étude sur la nocivité des ondes de portable publiée par l'OMS aujourd'hui ne montre pas de lien clair entre cancer du cerveau et les portables. En tout cas, pas pour le consommateur moyen, pour les accros. Le doute est permis chez les gros utilisateurs du même côté de la tête. L'étude révèle un risque de gliome supérieur de 40% à la moyenne et un risque de méningiome de 15% supérieur. Imaginez l'agriculture de demain, la tâche est immense. Les sénateurs ont entamé aujourd'hui l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture avec un objectif, garantir les revenus d'une profession aux bénéfices fluctuants. Plus aucun fruit ou légume ne pourra quitter une exploitation sans que les modalités de fixation de son prix n'aient fait l'objet d'un contrat écrit. En 2009, les revenus des agriculteurs français avaient chuté de plus d'un tiers. Hier, 7 distributeurs se sont engagés sous la houlette de l'Elysée à modérer leurs marges en cas de baisse des cours. Le Sénat a 15 jours pour voter le texte. Semaine après semaine, l'avenir du sous-traitant automobile Heuliez apparaît de plus en plus sombre. Aujourd'hui, l'entreprise en grande difficulté financière s'est déclarée en cessation de paiement. Une audience est prévue demain au tribunal de commerce de Niort. Pour Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, cette décision va permettre d'examiner de nouvelles offres de reprise. Il était très attendu, il est arrivé, c'est le projet du PS sur les retraites, pas de report de l'âge légal de 60 ans, une surtaxe des banques, mettre aussi à contribution les revenus du capital. On va parler de toutes ces propositions avec nos invités. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, qui est là avec nous ce soir comme tous les soirs. Merci Jean-Louis. Avec nous également Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on va rentrer dans le détail, messieurs, mais d'abord une impression générale, globale de ce projet du PS sur les retraites. Jean-Louis. Alors d'abord, le PS fait sien le rapport du corps. C'est important parce qu'il était contesté, donc il est d'accord, il reprend à peu près les mêmes chiffres, quoi qu'il s'arrête à 2025. Je pense que c'est assez raisonnable parce que personne ne sait ce qui peut bien se passer après 2025. Donc il prend les chiffres du corps jusqu'en 2025. Après ça, les spécificités du rapport, du plan du Parti socialiste, si le gouvernement, lui, a privilégié dans ces solutions qui ne sont pas encore complètement dévoilées, d'ailleurs, l'allongement de la durée de cotisation, le report de l'âge de la retraite, sans donner des précisions, le PS n'est pas dans la théorie de l'allongement, il est dans celle du prélèvement. Alors, les prélèvements, essentiellement, il va sur un élargissement de l'assiette des prélèvements, c'est-à-dire imposition pour aller vite, revenus du capital, CSG, stock options, qui sont l'essentiel. Mais quand on fait la somme, tout ça est un petit peu imprécis. On arrive sur 19 milliards de prélèvements supplémentaires qui ne couvrent pas tout ce que nous dit le corps. Voilà, on va rentrer dans le détail tout de suite avec Henri Sterdignac. On va juste prendre au téléphone parce qu'il est avec nous. C'est sa première réaction. C'est le porte-parole de l'UMP, Dominique Paillet. Bonsoir.
bonsoir. Alors, vous avez vu et entendu avec nous le contre-projet du Parti socialiste. D'abord, votre première impression. Écoutez, c'est sans surprise, parce que c'est toujours plus de prélèvements, au mépris d'ailleurs de la compétitivité de l'économie, au mépris de la capacité consommatrice, c'est-à-dire du pouvoir d'achat de nos concitoyens, même si le PS prend soin d'augmenter les cotisations avec un étalement sur 10 ans. Je crois que ça n'est pas réaliste et c'est surtout aveugle. Car si l'on regarde ce qui s'est traduit dans un certain nombre de mesures dans les pays alentours de la France, on s'aperçoit qu'il a fallu jouer sur les deux leviers, la durée de cotisation ou l'allongement de l'âge légal, et puis évidemment des prélèvements complémentaires, mais là où ça ne pénalisait pas l'économie. Alors, Le PS fait l'économie de cette analyse de la réalité, et c'est bien grave. Alors Dominique Paillet, vous avez dit pas réaliste, aveugle pour ce projet. Est-ce qu'il y a néanmoins quelques pistes qui vous semblent qu'il est possible que le gouvernement reprenne à son compte? Écoutez, je n'ai pas vu, à part celle que le gouvernement a déjà mise sur le métier, c'est-à-dire la taxation des hauts revenus ou des bénéfices réalisés par le capital, je n'ai pas vu de point de convergence réelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en tout cas, encore une fois, le PS sciemment, mais par démagogie. À mon avis, ça ne peut pas être par analyse fine de la situation, ou alors c'est que cette analyse est scandaleusement erronée. Le PS écarte tout allongement de la durée du travail, alors qu'alentour de la France, tous ceux qui ont modifié leur système de retraite ont également pesé sur ce paramètre. Merci beaucoup Dominique Paillet pour cette réaction. On notera donc pas de point de convergence. Henri Serdignac, c'est un constat sévère, pas réaliste, aveugle ce contre-projet. La situation est difficile. Il est évident qu'à moyen terme, pour résoudre la question des retraites, la seule solution, c'est l'emploi. Il faut que tout le monde travaille plus et il faut aussi que les seniors travaillent plus. Mais en même temps, dans la situation actuelle et dans les 10 prochaines années, il n'y a pas assez d'emplois. Le problème, c'est les entreprises n'embauchent pas et surtout n'embauchent pas les seniors. Donc, les propositions disant on va faire travailler plus les seniors en les obligeant à travailler plus longtemps, c'est un peu mythique. Et le risque, c'est que ça se traduise effectivement par une baisse du niveau des pensions et ça va mettre un certain nombre de seniors en difficulté. Donc le PS reporte en quelque sorte ça dans 10 ans. Bon, on peut dire c'est peut-être un peu long. Il faudra, avant ces 10 ans, se mobiliser effectivement pour augmenter l'emploi des seniors. C'est la seule solution. Le PS propose d'utiliser un ensemble d'outils fiscaux qui sont utiles. Effectivement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut supprimer toutes les niches fiscales et sociales qui bénéficient actuellement aux revenus du travail, aux revenus du capital. Bon, le problème, c'est que sans doute, ils surestiment le gain. Oui, et puis, il utilise tout pour la retraite. C'est quand même un peu gros. Henri Serdignac, Jean-Louis, est-ce que ces nouveaux financements, est-ce qu'ils sont suffisants? Non, ils ne sont pas suffisants. Enfin, ils sont pas suffisants. Il faudra nécessairement un jour augmenter assez nettement les cotisations des salariés. Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est pas très... C'est exactement le même problème. Il faudra demander aux salariés de cotiser nettement plus, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui où on est en crise, où le problème c'est d'augmenter la consommation. Alors, le PS, quand même, propose l'augmentation des cotisations retraite entreprise. Alors, il ne précise pas. Il dit un point. Il ne dit pas si c'est salarié, entreprise. Ça n'apportera, de toute façon, je crois, que 5 milliards d'euros. Cela dit, la question est d'abord, premièrement, je crois que c'est très important de dire, tout le monde reconnaît la validité du rapport du corps. Que ce soit, pas tout le monde, mais en tout cas, le Parti socialiste et le gouvernement en reconnaissent la validité. D'autre part, le corps dit bien que malgré 4,5% de chômage, le trou est considérable. Donc la solution, c'est l'emploi, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas d'ailleurs comment le corps arrive à cette conclusion, mais avec 4,5% de taux de chômage qui est très bas, il arrive à un trou absolument considérable. Le corps sous-estime les possibilités de hausse du taux d'emploi. Si la France aujourd'hui avait effectivement 4,5% de taux de chômage et si on avait les taux d'activité qu'ont des pays comme la Suède, la Finlande, le Danemark,
on n'aurait pas de problème de retraite. Donc la question, c'est comment effectivement on va réussir à avoir des taux d'emploi importants. Alors, je complète sur l'ensemble. Donc, si le PS admet le rapport du corps, ils arrivent à un chiffrage de 19 milliards, alors qu'ils parlent d'un trou de 45. Je veux dire simplement que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté du Parti socialiste, dans les deux cas, le plan retraite n'est toujours pas bouclé, parce qu'on n'a aucune précision sur l'allongement des cotisations ou l'allongement de la durée du travail ou je ne sais quoi du côté gouvernemental. On a une direction, mais on n'a absolument pas de solution. Et du côté du PS, on n'a non plus la solution chiffrée, n'est toujours pas là. On va continuer à parler évidemment de ce sujet. On va parler dans un instant du fonds de réserve des retraites dont il a été beaucoup question. On va regarder quand même un résumé pour les téléspectateurs de ces mesures. Et Martine Aubry en a parlé aujourd'hui. Regardez le détail, c'est avec Jérôme Rabier. Taxer plus le capital, compenser la pénibilité, mais aussi une retraite personnalisée. Voici les grands axes du projet socialiste. Le tout sur une base inamovible, le départ légal à la retraite à 60 ans. Comme l'ensemble des organisations syndicales, nous nous opposons et nous nous opposerons de toutes nos forces au fait de repousser l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 60 ans. C'est tout simplement une liberté que nous ne voulons pas remettre en cause. Le Conseil d'orientation des retraites évoque un besoin de 45 milliards d'euros par an en 2025. Le PS s'est donc basé sur ce chiffrage et il ira chercher cet argent chez les banques avec une surtaxe de 15% de leur impôt sur les sociétés, mais aussi en taxant le capital, notamment les stocks options et les parachutes dorés. Crise financière et promesses de moralisation du capitalisme ont donc inspiré ce projet. Une hausse progressive des cotisations patronales et salariales serait également mise en œuvre à raison d'1% étalé sur 10 ans. Pour les métiers pénibles, le PS compte ajouter 5 milliards d'euros pour compenser leur départ anticipé à la retraite. Surtout, chacun pourra contribuer à un compte temps personnel qui sera alimenté tout au long de sa vie professionnelle. Une sorte de retraite à la carte pour des parcours professionnels de plus en plus saccadés. Plus qu'un projet, une contre-proposition que l'opinion publique attendait. L'objectif est de peser sur les débats parlementaires qui s'annoncent musclés à l'automne. Voilà, je vous le disais, on va parler du fonds de réserve des retraites. Le gouvernement en a parlé. Martine Aubry a insisté aujourd'hui en disant qu'il faut abonder ce fonds. En un mot d'abord, c'est quoi ce fonds ? C'est une idée de Lionel Jospin qui consistait à accumuler du capital jusqu'en 2020, à avoir une rentabilité importante de ce capital parce qu'on l'aurait placé en bourse. Donc en 2020, on aurait une somme importante et cette somme, on l'aurait utilisée pour financer les retraites de 2020 à 2050. Le problème, c'est qu'on n'a pas alimenté ce fonds, parce que ce fonds devait être alimenté par des excédents de la sécurité sociale. On n'a eu que des déficits. Le problème, c'est que cet argent a été placé en bourse et la bourse s'est effondrée. Donc on se retrouve avec 30 malheureux milliards d'euros. Ce n'est pas du tout à la hauteur du problème et on ne sait pas du tout quoi faire de ces 30 milliards. C'est un faux problème, Jean-Louis. Madame Aubry à cela répond, une taxation spéciale de 15%, et je crois que c'est la grande faiblesse quand même de son plan. Pourquoi les banques seraient, pourquoi pas les pétroliers, pourquoi les banques seraient mises à contribution sur 15% de leurs bénéfices pour abonder ce fameux plan ce fameux fonds de retraite d'une 30-35 milliards d'euros aujourd'hui. Henri Sardignac, ça vous paraît étrange de faire participer les banques ? On peut toujours faire participer les banques, je veux dire. Le problème, c'est que ça fait un peu, on ramasse tout ce qui traîne pour le mettre dans les retraites. Donc, pourquoi pas les banques, pourquoi pas les pétroliers. Bon, ça fait un peu de briques et de broc. Et de toute façon, ce fonds n'atteindra pas un niveau important en 2020. Au mieux, de 2020 à 2050, ça va nous rapporter, on va gagner 1 ou 2 milliards par an. C'est pas du tout à la hauteur du problème. Certains disent on pourrait le fermer dès aujourd'hui, donner l'argent à l'ARCO, à l'AGIR. C'est vraiment un gadget inutile. Henri Sardignac, et aujourd'hui, dans les propositions faites par Martine Aubry, elle n'a pas parlé de faire contribuer les retraités au financement des retraites. C'était l'idée pourtant d'Olivier Ferrand, c'est un proche du PS, son think tank Terra Nova conseille le PS, et vous avez été assez violent. C'est une charge assez violente contre Olivier Ferrand et son idée. Pourquoi ? Vous reconnaissez qu'elle a été violente ? C'était hier dans Le Monde. Elle a peut-être été violente. Le fait est que nous avons un groupe de technocrates et de financiers qui cherchent à infléchir en permanence vers la droite la position du PS avec une débauche d'arguments
complètement fallacieux pour essayer de faire croire que le niveau de vie des retraités était aujourd'hui de beaucoup supérieur à celui des actifs. On est actuellement dans une situation équilibrée. Les retraités et les actifs ont à peu près le même niveau de vie. On doit tous faire des efforts. Et l'idée, on va faire peser les efforts spécialement sur les retraités, était particulièrement mal faite. Vous êtes donc soulagé aujourd'hui que Martine Aubry n'ait pas repris cette idée. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Louis. Pour ce débat, la suite du 22h, on a beaucoup parlé des socialistes avec ce projet sur la retraite. Bien, on va parler à présent des centristes qui s'activent pour unir leurs forces. Pas si évident, le rendez-vous fixé ce soir aux ex-UDF de tous horizons par l'ancien ministre Gilles de Robien n'a pas eu, semble-t-il, le succès escompté. Regardez le sujet de Sophie Normand. Début de soirée en petit comité. La liste des invités est un peu confuse. Le patron du nouveau centre, Hervé Morin, est attendu, mais aussi Jean-Louis Borloo, président du Parti radical, ou bien son représentant. L'UMP Jean-Pierre Raffarin et même le patron de la gauche moderne, Jean-Marie Bockel, doivent aussi intervenir. Il va y avoir des gens d'un peu partout et c'est bien. À en croire l'organisateur de l'événement, aucune ambition politicienne ce soir. L'objectif de cette rencontre publique, réfléchir à l'avenir d'un centre dont la valeur monte à 2 ans de l'élection présidentielle. Contribuer au débat de fond, c'est-à-dire essayer d'émettre des idées avec des valeurs centristes, de façon à ce que le débat politique soit enrichi. C'est un club de réflexion pointe à la ligne et c'est simplement un club de réflexion. Un absent remarqué, François Bayrou, qui n'a pas répondu à l'invitation. Le président du MoDem présentera sa candidature en 2012. Hervé Morin et le nouveau centre seront sans doute aussi de la partie, comme Jean-Louis Borloo qui se demande s'il ne serait pas le mieux placé pour incarner les valeurs centristes. Le sujet est un peu tabou ce soir, mais des candidats à la présidentielle, le centre en a à revendre. Il est l'invité du 22h, Jean-Léonce Dupont. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-président Union centriste du Sénat. Alors on vient de voir dans ce sujet qu'à cette réunion ce soir, il n'y avait pas foule, vous n'y étiez pas non plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais des invitations qui étaient prévues préalablement. J'avais un dîner et je l'ai d'ailleurs interrompu pour pouvoir répondre à votre invitation. C'est parfait, donc je suis la priorité plutôt que la réunion des centristes ce soir. Bien entendu, je ne peux pas résister au charme. L'ancien ministre Gilles de Robien veut réunir le centre, c'est ce qu'il a dit pour cette réunion. Il a raison ? Je dirais que tous ceux qui veulent réunir le centre, effectivement, vont dans le bon sens. Et ça passe par un travail de réflexion sur quelles sont effectivement nos valeurs, quelles sont nos propositions, et de réfléchir et de les moderniser est une chose, à mon avis, tout à fait intéressante. Je pense néanmoins qu'il y a 2 travers à éviter. C'est le fait de la démultiplication éventuelle d'initiatives qui font qu'il n'y a plus un centre, mais il y a des centres, et qui ne sont pas effectivement extrêmement lisibles. Et vous savez très bien que la division, en général, est toujours difficile pour trouver une solution. Et le deuxième écueil, c'est peut-être d'éviter que ceux qui aiment tellement le centre, qu'ils préfèrent qu'il y en ait beaucoup, soient encouragés dans leur démarche. Donc, ils aiment tellement qu'ils vont l'étouffer, apparemment. Peut-être. Non, il faut éviter des démarches qui sont strictement individuelles. Je crois qu'il faut, comme je le disais, partir des valeurs, partir d'un certain nombre de propositions. C'est le cas aujourd'hui avec la démarche de l'ancien ministre Gilles de Robien. Ça vous a surpris qu'il entreprenne cette démarche ? Oui, très honnêtement, ça m'a surpris parce que le centre se structure et se structure en particulier autour du nouveau centre qui, je vous rappelle, est la 2e force politique de la majorité présidentielle en termes d'élus, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat et après les élections aux conseils régionaux, également dans les régions. Voilà pour les élus, mais il y a beaucoup de têtes au centre. Il y a Hervé Morin, il y a Jean-Louis Borloo. Certaines mauvaises langues disent qu'il y a autant de candidats centristes pour 2012 que de militants aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est à souhaiter pour certains qu'effectivement il y ait des multiplications. Qu'est-ce qu'on montrait notamment les dernières élections régionales ? Les dernières élections régionales, elles ont montré qu'une offre unique dans le paysage politique, d'un côté, et pas une réponse absolument satisfaisante. Pour la porter dans ce cas-là, Jean-Léonce Dupont ? Parce qu'il faut un chef à un moment. Non mais soyons clairs, nous avons assisté dans la majorité au rassemblement le plus large possible. L'UMP, le nouveau centre, naturellement, les Bockelliens, les boutinistes, les Bessoniens, les chasseurs, les villiéristes. Et de cette unicité de présentation au premier tour, nous avons obtenu le résultat le plus faible. Pourquoi ? Quelle conclusion vous en tirez ? Parce que, atomisés, entre guillemets, les partenaires éventuels de l'UMP ne sont pas lisibles et n'apportent pas leur valeur ajoutée. Le paysage politique français est suffisamment complexe, la société française est suffisamment complexe pour, je pense, réaliser qu'il y a besoin, qu'il y a nécessité d'une offre plurielle. Alors, et donc, il y a lieu, effectivement, me semble-t-il, d'avoir une famille profondément humaniste, qui défend, vous le savez bien, les idées... Les valeurs, on les connaît. Dites-nous,
Profondément humaniste. Profondément humaniste. Nous sommes pour évidemment l'Europe, réduire le déficit. Pour la décentralisation. Nous sommes pour conjuguer les mots de responsabilité et de solidarité. Vous parliez à l'instant des retraites. Et justement, quelle est la position centrée sur les retraites? Bien, est-ce que vous pensez, ne serait-ce que dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez souhaitable, est-ce que vous trouvez même moral que nous soyons, y compris aujourd'hui, dans l'incapacité d'équilibrer les régimes de retraite, c'est-à-dire de porter sur les générations à venir ce que nous sommes incapables de financer. Mais tout le monde dit que ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous proposez pour y remédier? Très clairement, nous n'avançons pas dans la direction de ce que vient de proposer le Parti socialiste. Nous pensons réellement qu'il faut aller vers un allongement des cotisations. Donc vous penchez à droite, plutôt pour les propositions du gouvernement. Non, nous pensons que l'allongement de la vie, que chacun reconnaît, de l'ordre de 3 mois tous les ans en moyenne pour l'ensemble de la population, doit être réparti en un temps de travail et en un temps effectivement de loisirs. Moi je vais vous donner simplement un exemple personnel que je cite souvent. J'ai 2 sœurs qui ont 2 ans de plus que moi, j'ai 55 ans. J'ai 2 parents et j'ai 2 enfants. Vous donnez votre âge pour que je vous dise que vous ne les faites pas, non? Mes 2 parents sont à la retraite, mes 2 sœurs sont à la retraite, mes 2 enfants sont encore en études. Je suis, dans ma famille, le seul à travailler. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'un système de ce type est capable de tenir dans la durée et de se pérenniser? Non. Il y a évidemment, et je crois qu'il y a un moment où les uns et les autres devront avoir le courage de le dire, il y a évidemment un allongement nécessaire des cotisations. Et regardez, est-ce que ce que nous voyons partout, dans tous les pays qui veulent maintenir un système de solidarité, et notamment intergénérationnel, vous voyez dans tous les pays un rallongement. Arrêtons de penser que la France est la seule à trouver des systèmes sur lesquels aucun pays au monde ne réussit. Jean-Léonce Dupont, une dernière question politique. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, François Bayrou? Ah c'est pas facile à part. Non, pas du tout. Écoutez, je pense que c'est l'échec d'une stratégie personnelle. Je pense que François a été à un moment donné le porteur de cette famille, qui est une famille, me semble-t-il, politiquement responsable, qui a été la première famille d'élus de France à une certaine époque, et sur une stratégie que je qualifie de personnelle, il l'a menée, me semble-t-il, dans une impasse qu'il est probablement en train de réaliser. Jamais le Parti socialiste, qui est allié avec un certain nombre de partis beaucoup plus à gauche que lui, n'acceptera d'associer effectivement une famille centriste. Pour sortir de cette impasse, vous lui proposez de venir avec vous, de vous rejoindre? Écoutez, je vais vous dire, aujourd'hui au Nouveau Centre, nous recevons jour après jour des militants et des élus qui effectivement ont compris qu'ils étaient dans une impasse et qui rejoignent le Nouveau Centre. Alors la question Figaro, monsieur Jean-Léonce Dupont, va vous intéresser, celle qu'on a posée avec notre partenaire lefigaro.fr. Présidentielle 2012, les centristes ont-ils une chance? Ça ne va pas vous mettre de bonne humeur? Non, à 83%, oui à 15%, mais ça ne doit pas être les militants centristes qui ont dû voter. Mais écoutez, il y a du travail, mais naturellement. Moi je fais partie d'une famille politique qui a 2 ans d'existence, qui a 2 ans et demi d'existence derrière elle. Donc soyons clairs, aujourd'hui, 2 ans avant l'élection, les résultats que vous indiquez ne sont pas du tout anachroniques. J'ai commencé une présidentielle où on nous a annoncé, les journalistes me disaient, mais pourquoi faites-vous campagne? Vous ne dépasserez pas 3%. Nous avons été entre 8 et 10%, et la fois d'après, nous avons franchi une marche. Et comme dirait Jean-Pierre Raffarin, la route est droite, mais la pente est forte. Non, mais la politique, c'est la vie, c'est le mouvement, et la vérité d'une journée n'est pas celle d'une journée qui viendra après. Merci beaucoup, Jean-Léonce Dupont. Tout de suite, la dernière page de ce journal, on va tenter de répondre à cette question. Peut-être vous inspire-t-elle. Les politiques ont-ils une âme? C'est le titre d'un livre, celui d'Isabelle Dillmann, que l'on reçoit dans un instant. 17 personnalités politiques de droite comme de gauche ont joué le jeu de la vérité en confiant leurs sentiments, leur façon d'appréhender des sujets comme la vérité, le pouvoir, la mort, l'amour, la religion. Un livre peut-être confession, on va le voir dans un instant, puisqu'on en parle avec son auteur Isabelle Dillmann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter, vous avez réalisé de nombreuses interviews de chefs d'État et de personnalités internationales. D'abord, est-ce que ça a été facile de convaincre toutes ces personnalités politiques de se confier, de se livrer? Eh bien, écoutez, étonnamment, ça m'a pris effectivement un peu de temps, mais j'avais consacré pour eux 9 mois sabbatiques. Et je trouvais que l'enjeu valait la peine de cette disponibilité, en tout cas de ma part. C'est toujours un peu long, vous le savez, d'obtenir des entretiens. Mais en tout cas, pour les entretiens que j'ai obtenus, la qualité de retour a été au rendez-vous. Voilà. Et la qualité, donc on la retrouve dans ce livre avec plus de 17 personnalités de droite, de gauche, des hommes, des femmes, bien sûr. Est-ce que vous avez eu
des défections, des désistements à la dernière minute, des gens qui ont hésité en se disant non, on ne va pas parler de sujets comme cela quand même. Bah, évidemment, c'est la liberté de chacun. Le thème était difficile, c'était un engagement personnel. Il s'agissait d'aller chercher la dimension humaine, éthique, l'esthétique du dedans, morale, ce qui est juste et injuste, les bonnes et les mauvaises intentions, spirituelles, la vie engagée avec d'autres. Les politiques sont des gens plus que d'autres, engagés avec d'autres, qui parlent au nom des autres. C'était évidemment des entretiens difficiles, exigeants. Certains des politiques qui ont accepté l'entretien me l'ont fait remarquer. Est-ce que c'est des entretiens différents d'ailleurs de ceux que vous avez menés? Puisque vous avez mené des entretiens avec des chefs d'État et ce sont les entretiens qu'on peut mener avec un caractère un peu plus, disons, c'est un cadre plus rigoureux. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on pose des questions différemment? Est-ce qu'on est dans un cadre plus vous savez, c'est intéressant votre question parce qu'à la fois je suis la même journaliste, c'est-à-dire qu'évidemment je structure beaucoup mes entretiens, je travaille beaucoup en amont, je sais que le temps qui me sera dévolu sera un temps très bref. Et en même temps, là, j'ai voulu être également témoin, c'est-à-dire, dans le fond, non pas martyr au sens étymologique du terme, mais garant de l'avenir, m'inscrire dans une trace, partir de ce constat qu'il y a une impuissance aujourd'hui des politiques à répondre aux anxiétés de la société. Et de même, la société ne soutient plus ces politiques. Donc, dans ce vide et dans cet espace médiatico-politique qui commence à se réduire en impasse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc effectivement, c'était la journaliste, mais aussi le fruit d'un cheminement professionnel et intérieur. Alors vraiment, un livre très intéressant. Vous avez recueilli les confidences de Gérard Larcher, le président du Sénat. Il y a aussi Fadela Amara, il y a François Baroin, l'actuel ministre du Budget. Quand on referme ce livre, quand vous avez terminé ce livre, est-ce que vous êtes arrivé à répondre à votre question? Est-ce que les politiques ont une âme? Vous savez, c'est une question rhétorique. En fait, je suis allée à la découverte de leur âme. Je suis allée surtout, j'ai eu envie de dégager une personnalité, j'ai eu envie de comprendre ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y avait de l'autre côté. Car finalement, si on les rend plus humains, plus sensibles, ressentants, souffrants, aimants, ce qui a été dit, alors ils deviennent paradoxaux, peut-être on peut mieux les comprendre et peut-être leur faire un peu plus confiance. Voilà, si vous voulez savoir comment les politiques souffrent, ce qu'il y a derrière, il faut lire, il faut acheter ce livre. Les politiques ont-ils une âme? Chez Albin Michel, d'Isabelle Dillman. Merci beaucoup d'être venue ce soir. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, évidemment, votre soirée se poursuit sur Public Sénat avec un rendez-vous terrain politique. L'invité, c'est Daniel Cohn-Bendit. Très belle soirée à vous. Semé à l'heure du mondial, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot, émission spéciale autour du ballon rond, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, avec un programme chargé. Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, nous décortiquera les enjeux géopolitiques de cette rencontre sportive. Une rencontre également avec Anouar Benmalek, écrivain algérien, auteur de la nouvelle appelée Le Penalty, et puis un débat sur l'Afrique du Sud. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23h sur Public Sénat. Puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Le 27 avril 1969, De Gaulle perdait le référendum sur le Sénat et quittait le pouvoir. 40 ans après, le réalisateur Jean-Michel Dzian a interrogé les proches et les biographes du président pour comprendre les raisons de ce départ et son lien avec les événements de mai 68. Je pense que mai 68 a tué De Gaulle. De Gaulle, la fin d'un règne. Un documentaire pour revisiter les grandes heures de notre histoire, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Terrain politique. Nous sommes ici ce soir
à Strasbourg au sein du Parlement européen en compagnie de Daniel Cohn-Bendit, coprésident du groupe des Verts. Ici, bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Cette émission, évidemment, elle tombe très à pic, on va dire. On va parler de beaucoup de sujets qui vous intéressent en particulier, alors que l'Europe est au cœur de l'actualité. Juste une question, quand vous regardez tout ce qui s'est passé d'abord, Daniel Cohn-Bendit, depuis 15 jours, 3 semaines, l'euro, l'Europe, est-ce que vous êtes, je dirais ce soir, inquiet ? Ou est-ce qu'au fond, de naturel plutôt optimiste, vous estimez que les crises font finalement avancer l'Europe, à laquelle vous croyez? En tout cas, ça c'est juste. Les crises font avancer l'Europe. Mais il y a quand même une inquiétude parce que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre les bonnes décisions. Donc je crois que l'Europe on peut s'en sortir positivement, mais il faut poser la question aux citoyens et aux décideurs politiques. Pour s'en sortir, il faut plus d'Europe. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui à expliquer peut-être à beaucoup de gens. Alors vous dites plus d'Europe, mais au fond, est-ce que les politiques ne sont pas un petit peu désarmés, tout simplement face aux marchés qui vont quelquefois beaucoup plus vite que les décisions des politiques? Moi je crois que Edgar Morin, dans un interview, je crois il n'y a pas longtemps dans la Tribune, a très bien décrit le problème. Les politiques, les États sont égocentriques. Ils sont dans leur bulle culturelle, dans leur culture politique de chaque pays. Et en fait, si l'on veut s'en sortir collectivement, il faut être capable de sortir de sa bulle. Et c'est ça un peu la difficulté. Sinon, on a un souverainisme économique que l'on peut voir en Allemagne, etc., qui ressemble beaucoup à de l'égoïsme. Donc le terme d'égocentrique me paraît très bon. Alors on va évidemment rentrer dans le détail avec une large partie, en consacrant une très large partie de l'émission à ce dossier, avec d'autres invités. Nous allons accueillir Rodi Kratsa, la vice-présidente grecque du Parlement européen, PPE, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, ancienne maire de cette ville, Strasbourg, Michel Devoluy, professeur d'économie et spécialiste des questions économiques européennes. Et puis on parlera aussi dans cette émission d'une heure, nous parlerons de vous, d'Europe Écologie, des Verts, et puis on parlera aussi un petit peu agriculture, ou plutôt agriculture et environnement. Mais d'abord, on va revenir sur la genèse de cette crise, qui n'est sans doute pas tout à fait finie, ça reste fragile, vous venez de le dire, du problème grec en tout cas aux différents plans d'austérité en Europe et en France. Résumé et explication, Florence Meurice. Décider de mettre en place un mécanisme européen d'intervention pour préserver la stabilité financière en Europe. Lundi, à l'ouverture des marchés, l'Europe sera prête à défendre l'euro. 110 milliards d'euros pour sauver la Grèce, 750 milliards au chevet de l'euro. Après des mois d'hésitation, les dirigeants européens n'ont pas lésiné sur les moyens pour ramener la confiance. Mais l'euphorie n'a été que de courte durée. Une semaine après ces annonces, la monnaie unique dévisse sur les marchés. En début de semaine, l'euro s'échangeait de nouveau à 1,22 $, son plus bas niveau depuis 4 ans.